Alors pour cet exercice, on va étudier une application définie sur M22R à valeur dans M22R. On va vérifier sa linéarité, déterminer sa matrice dans la base canonique, calculer une base de l'image et une base du noyau de cette application linéaire. Pour la linéarité de f, on va revenir à la définition. On va se prendre deux scalaires, donc deux nombres réels, et deux matrices de M22R, et on va produire le calcul de l'image de cette combinaison linéaire. Pour traiter cette expression, on va simplement utiliser la linéarité du produit matriciel à droite et à gauche, ou si vous préférez la distributivité du produit matriciel à droite et à gauche. Il nous reste à regrouper les termes qui dépendent de alpha et les termes qui dépendent de bêta. On obtient donc que l'image de cette combinaison linéaire, c'est bien la combinaison linéaire des images. L'application f est bien linéaire. Comme c'est une application qui est définie sur M22R et qui est bien à valeur dans M22R, on ne multiplie que des matrices de M22R, on n'ajoute que des matrices de M22R. On peut même préciser que f est un endomorphisme de M22R. Pour déterminer maintenant la matrice de f dans la base canonique de M22R. Alors, je vous rappelle que M22R est un espace vectoriel de dimension 4, et que sa base canonique, je vais l'appeler B, elle est formée par les matrices que nous avions notées sous cette forme-là. Ce sont les fameuses matrices EIJ qui ont un seul coefficient non nul, celui qui se trouve sur la i-ème ligne et sur la j-ème colonne de la matrice donnée. Donc, pour pouvoir calculer la matrice de l'application f dans la base canonique de M22R, on applique la définition du cours. On sait que la définition de la matrice d'une application linéaire, c'est simplement calculer les coordonnées des images des vecteurs de la base de départ, donc de la base canonique de M22R. On écrit les coordonnées de ces images dans la base canonique de M22R, la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Attention à bien respecter l'ordre qu'on a pris pour les vecteurs de la base B. On obtient donc une matrice qui va avoir comme taille 4, 4. Alors plutôt que de calculer 8 produits matriciels, le produit A fois EIJ, EIJ fois A pour les 4 matrices EIJ, c'est plus intelligent de calculer la matrice AM et la matrice MA pour une matrice M quelconque, puis ensuite d'attribuer à A, B, C, D les bonnes valeurs pour obtenir les images des vecteurs de la base canonique. Je vais donc considérer une matrice M, A, B, C, D. On va calculer la matrice AM. Donc ici, on va récupérer A plus C, B plus D, C et D. Et ici, on va récupérer A plus B, C et C plus D. On peut donc calculer ce que c'est que l'image de la matrice ABCD, que je vais noter M, simplement en faisant la différence de la matrice AM avec la matrice MA. On récupère la matrice C, 0, D-A et -C. Donc pour chercher les images des vecteurs de la base canonique, je vais donner par exemple l'image du vecteur E11. La matrice E11, c'est la matrice qui possède juste un seul coefficient non nul, A est égal à 1, les autres coefficients sont nuls. Donc son image dans la base canonique, ça va être 0, 0, moins 1, 0. Et là, on retrouve quelle matrice de la base canonique? On retrouve la matrice moins E12. Voilà comment on va procéder. Alors, il faut faire de même avec les autres vecteurs. Par exemple, le vecteur E12. Cette fois-ci, la matrice M, il faut que je la remplace par la matrice 0, 1, 0, 0. Donc là, on va récupérer la matrice nulle, puisque le paramètre B n'intervient plus dans l'écriture de f de m. Donc là, on obtient donc un vecteur qui est dans le noyau de notre application linéaire. On continue avec l'image du vecteur E de 1. Pour E de 1, c'est C qui va être égal à 1, les autres coefficients sont nuls. On récupère donc cette matrice qui n'est autre que E1, 1 moins E2, 2. On termine avec l'image de la matrice E de 2 en remplaçant D par 1, les autres termes par 0. Ce qui nous permet d'obtenir son image directement, facilement. Voilà son image qui est le vecteur E12. Il est facile maintenant d'écrire notre tableau matriciel. F de E11 s'écrit comme 0 fois E11 moins 1 fois ce vecteur plus 0 fois les deux autres vecteurs. Donc la première colonne de notre matrice, c'est celle-ci. L'image du vecteur E12 est nulle, donc les 4 coordonnées sont nulles. L'image du vecteur E21, c'est une fois le vecteur E12 plus 0 fois les vecteurs suivants moins une fois le dernier vecteur. Quant à l'image du vecteur E21, on obtient 0, une fois ce vecteur-là et 0 fois les autres. Voilà donc la matrice de notre application f dans la base canonique de M22R. Pour obtenir une base du noyau de f et de l'image de f, on peut
soit disposer de l'expression analytique qu'on a calculée pour déterminer la matrice, soit évidemment utiliser la matrice pour récupérer des informations. Alors, par exemple, si je veux regarder ce que c'est que l'image de mon application linéaire, je sais que c'est l'espace vectoriel engendré par l'image des vecteurs de la base de départ. Donc ici, on a directement les coordonnées dans cette base. On peut déjà dire que cette image donc, va être engendrée par moins E12. Le vecteur nul, je peux le supprimer du système générateur, donc je le supprime, par la matrice E11 moins E12 et par la matrice E12. On voit tout de suite qu'il y a un vecteur inutile dans notre système générateur. On obtient donc l'espace vectoriel engendré par E11 moins E22 et par le vecteur E12. Comme ici, on obtient une famille qui est clairement libre puisque les vecteurs que j'obtiens ici ne sont pas proportionnels, on peut déjà dire que la dimension de l'image est égale à 2. Ou si vous préférez, que le rang de f est égal à 2. On obtient donc une base de l'image. Pour le noyau, je vais utiliser tous les liens possibles qui existent entre le noyau et l'image. Et il y en a. Bon, il y a déjà notre fameuse formule du rang, qui nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ de l'application f, ici de m de 2r, est égale au rang de l'application qu'on vient de calculer, le rang de f, plus la dimension du noyau. Comme on avait déjà vu que la dimension de m de 2r c'est 4 et que le rang de f est égal à 2, on obtient donc que le noyau est de dimension 2. Donc la formule du rang donne la dimension du noyau. Mais c'est pas la seule information qu'on va pouvoir récupérer. Rappelez-vous ce qu'on avait fait pour simplifier notre famille génératrice de l'image de f. On avait déjà constaté que comme la colonne qui est ici était nulle, on avait un vecteur qui ne servait rien dans la famille génératrice. On avait récupéré que l'image du vecteur E12 était égale à 0, donc que le vecteur E12 était un vecteur qui était dans le noyau de f. Mais ce n'est pas tout, on avait vu également que la colonne qui était ici était reliée à la colonne qui était ici, puisqu'elles étaient simplement opposées. On obtient donc que l'image du vecteur E11, si je lui ajoute l'image du vecteur E22, on obtient 0. Ce qui, en utilisant la linéarité de f, permet de dire que f de E11 plus E22 est égal à 0. On récupère donc que la matrice E11 plus E22, qui n'est autre que la matrice identité, appartient au noyau de f. Bon, ce qui était très visible quand on regardait l'application linéaire au départ, A identité moins identité fois, ça fait bien 0. On récupère donc deux matrices qui sont très clairement linéairement indépendantes, puisque j'ai deux matrices non proportionnelles. On obtient donc que l'espace vectoriel engendré par la matrice E21 et par la matrice identité est incluse dans le noyau de f, puisqu'on ne peut pas quitter un espace vectoriel par combinaison linéaire et que ces deux matrices-là sont déjà dans le noyau de f. Si on ajoute à cela que la dimension de l'espace vectoriel engendré par la matrice identité et par la matrice E12 est égale à 2, puisque cette famille est génératrice et libre puisque les deux vecteurs ne sont pas proportionnels, et que la dimension du noyau de f est égale à 2, ce que l'on avait obtenu par la formule du rang, par inclusion et égalité des dimensions, le noyau de f, c'est donc bien l'espace vectoriel engendré par la matrice E12 et la matrice identité. On obtient donc une base de l'image. La base de l'image, je vais l'appeler B1, c'est la base qui est formée par le vecteur E11 moins E22 et par la matrice E12, et une base du noyau, que je vais appeler B2, qui est formée par la matrice E12 et par la matrice identité. On peut faire tout de même la remarque suivante. Alors déjà, le noyau et l'image ne sont pas supplémentaires, puisqu'on a déjà un vecteur commun dans la base. Donc l'intersection, elle contient au moins la droite vectorielle engendrée par le vecteur E12. Donc noyau et image ne sont pas supplémentaires. Première remarque que je peux faire oralement. Deuxième remarque. Pour le noyau, on aurait pu procéder totalement autrement. Prendre une matrice M dont les coordonnées, une matrice N dont les coefficients sont A, B, C, D, et dire que la matrice M appartient au noyau de f, à la condition nécessaire et suffisante que f de M soit nul. On récupérait donc un système sur les coefficients de la matrice M. Ce système nous donnait que C était égal à 0, que D moins A était égal à 0, ce qui est donc équivalent à dire que C est égal à 0 et A était égal à D, ce qui permettait d'obtenir directement le noyau de f en description, puisque les matrices de cette forme qui sont dans le noyau de f sont exactement les matrices de la forme DB0D,
où les paramètres B et D sont totalement libres dans l'ensemble des nombres réels, ce qui permettait, en mettant en avant le paramètre D qui est associé à la matrice identité et le paramètre B qui est associé à la matrice E12, d'obtenir une famille génératrice de ce noyau, c'est-à-dire d'écrire le noyau comme l'espace vectoriel engendré par la matrice identité et par la matrice E12. Donc on obtenait une autre manière de déterminer une famille génératrice du noyau de F, et en constatant de la même façon que cette famille était libre, puisque constituée de deux vecteurs non proportionnels. Ça, c'est une première remarque qu'on peut faire. La deuxième remarque, c'est que, par définition de cette application linéaire, le noyau de F, c'est le commutant de A. Donc étudier le noyau de cette application linéaire, c'est déterminer une base du commutant de la matrice A. Ce qui permettait effectivement de voir qu'il ne faut pas être surpris de trouver bien l'identité dans le commutant. Et on remarque aussi que la matrice A est présente puisqu'elle s'obtient simplement en additionnant la matrice identité et la matrice E12. On voit que le résultat qu'on a obtenu est assez cohérent.